Bonsoir à tous. Donc on se retrouve pour une nouvelle session de l'Atlas Brew. Donc dans la continuité de notre dernier épisode la semaine dernière où on parlait de la carrière de mineur dans Star Atlas, aujourd'hui on va se pencher sur le sujet de la carrière industrielle. Donc selon les informations qu'on a pu collecter dans le manuel de jeu de Star Atlas Golden Era, le jeu par navigateur qui devrait arriver incessamment sous peu, donc dans lequel on va pouvoir commencer à déployer nos flottes à participer à diverses activités, donc et à lancer l'économie de Star Atlas, donc en partant de la base, l'extraction des ressources, puis en transformant ces ressources, en les transportant, et enfin en défendant un peu tous les systèmes qui ont été acquis par les premiers systèmes de combat en fait. Donc l'industrie, vous allez voir qu'en fait il y a mine de rien pas mal d'overlap avec la carrière de minage. Les deux vont vraiment ensemble. Donc c'est un peu comme on disait tout à l'heure avant de lancer l'enregistrement. Là il y a soit on va être hyper spécialisé, soit ce qui va être le cas de la plupart des joueurs, je pense, on va un peu mélanger les builds pour faire un peu de minage, un peu d'industrie. Donc, contrairement à la dernière fois, j'ai pas fait de build vraiment spécifique en mettant, bon alors voilà, on va mettre tant de points dans telle capacité, etc. J'essaye plus de résumer un peu l'esprit, on va dire, de chaque type de gameplay en rapport avec l'industrie, les types de gameplay possibles. Donc, ouais, donc je viendrai là-dessus tout à l'heure. Je veux juste commencer par revenir un peu sur les Starbase, les mécaniques liées aux Starbase, parce que c'est intimement lié à la notion de crafting. Donc, je pense que c'est important, surtout pour les gens qui n'ont pas forcément lu le manuel, qui savent pas peut-être pas trop comment ça va fonctionner, cette histoire donc de production industrielle, de station spatiale, de conquête des systèmes. Ensuite, on va parler un peu des équipages au sein des vaisseaux, comment ça va fonctionner. Donc revenir sur toutes les mécaniques de jeu qui sont liées à ça, et enfin donc se pencher plus sur les builds industriels et les différents vaisseaux qu'on peut utiliser pour cette activité dans le jeu, quoi. Donc pour commencer sur les starbases, donc chaque système peut contenir une starbase, une station spatiale de faction. Ces starbases, elles sont situées sur l'anneau intérieur du système. Donc chaque système a trois, on va dire, trois anneaux avec différentes planètes qui gravitent à ce niveau. Donc un anneau intérieur, un anneau médian, un anneau extérieur. La construction d'une starbase au tiers 0 permet donc de conquérir un système pour sa faction et d'y ouvrir le réseau Starpath, qui permet de voyager d'un système à l'autre rapidement en payant une petite taxe. Néanmoins, pour tirer les véritables bénéfices d'une Starbase, il faudra l'augmenter au moins au tiers 1. Avec chaque upgrade de tiers de cette Starbase, elle améliorera ses propres caractéristiques, ses points de vie, ses boucliers, ses dégâts, ce genre de choses. Mais elle donnera également 10% de réduction du coût de carburant en utilisant le réseau Starpath, une augmentation de la capacité de stockage de 5%, non, 5% d'efficacité de réparation des vaisseaux, pardon, et une augmentation de la capacité de stockage générale en fait dans cette Starbase. Donc tous ces bonus, ils sont cumulables jusqu'au tiers 5. Donc c'est des pourcentages qui s'accumulent à chaque nouveau tiers. Pour construire une Starbase tiers 0 dans un système et donc le conquérir pour sa faction, les joueurs doivent amener des ressources dans un pool commun. Donc un système de base n'est pas neutre. Toutes les factions vont pouvoir amener des ressources à l'endroit où on construit la Starbase, et là c'est une course qui s'engage en fait pour terminer le tiers 0 le plus rapidement possible. Donc la première faction qui complète son pool gagne le système. Acheminer des ressources dans ce pool va faire gagner des points de loyauté et donc par la suite des atlas à tous les participants, à proportion évidemment du nombre de ressources que vous ramenez dans la pool, quoi. De même, pour améliorer le tiers de votre station, il va falloir acheminer des ressources raffinées et ensuite assigner des membres d'équipage à l'amélioration de la Starbase. Donc ça aussi, ça va vous donner des LP. Ça, on y reviendra tout à l'heure. C'est une de vos sources de revenus en tant que transporteur ou joueur industriel. Les deux, pareil, sont assez entrecoupés. Ces Starbases nécessitent, comme pour les vaisseaux, des ressources pour fonctionner. Nourriture, carburant, kit de réparation, munitions. Si une de ces ressources tombe à 0, il y aura des effets négatifs pour la Starbase. Donc, vitesse de crafting réduite si vous manquez de nourriture. Pas de régénération des boucliers
et mise en pause du système StarPath si vous tombez à court de carburant, pas de dégâts en défense si la Starbase manque de munitions, les tourelles peuvent plus tirer évidemment, et enfin pas de régénération des points de vie si elle manque de kit de réparation. Donc chaque tiers permet aussi d'augmenter la sphère d'influence donc de cette Starbase. Je vous parlais de ces différents anneaux en fait avec les planètes dans chaque système. Quand vous arrivez dans un système avec une Starbase tiers 1, vous avez accès seulement aux planètes de l'anneau intérieur. Le tiers 2 vous permet d'accéder aux planètes à l'anneau médian. Et enfin, à partir du tiers 3, vous avez accès à l'ensemble du système. Donc quand je parle d'accès aux planètes, c'est-à-dire que vous pouvez... alors, j'ai cru comprendre que vous pouvez vous y rendre sur ces planètes, mais vous n'allez pas pouvoir exploiter les ressources dessus tant que la Starbase n'a pas atteint le tiers approprié. Donc à partir du tiers 3, tout le système est débloqué, vous pouvez aller miner partout, donc éventuellement plus tard aussi poser des claim stakes quand ils arriveront en jeu. Donc ces Starbases, elles vont jusqu'au tiers 5, et il existe une seule Starbase qui va jusqu'au tiers 6 par faction, donc ça c'est la station spatiale centrale, donc une par faction, qui se trouve au centre de la safe zone de chaque faction. Donc c'est la zone de respawn par défaut pour tous les joueurs et ça donne également accès à toutes les recettes de crafting en safe zone. Donc dès le début, en fait, vous allez avoir accès à toutes les recettes hein, pour raffiner les ressources, pour créer des composants qui vont vous servir donc à upgrader les différents tiers de Starbase. Tout ça, c'est accessible dès le début hein, donc, à la station spatiale centrale. Mais évidemment, tout ce qui est créé là-bas va devoir être acheminé à sa destination plus tard, ce qui vous donnera également des LP. Voilà, ça c'était pour résumer hein, rapidement vraiment les mécaniques de jeu autour de ces Starbases, hein, qui vont donc être un pilier central du crafting dans Star Atlas. Donc on a cette notion d'équipage qui vient s'ajouter à ça, et surtout d'équipage actif au sein d'une Starbase. Donc chaque recette de crafting, donc on appelle ça des jobs, a un temps minimum pour un membre d'équipage unique. C'est-à-dire il va falloir, je sais pas, pour faire un power core, il va falloir 1 minute pour un membre d'équipage pour le créer. Le craft en station prend en compte le nombre d'équipages dans votre vaisseau. Ajouter des membres d'équipage dans une station, ça ne vous permettra pas d'augmenter la vitesse de crafting, mais de crafter plusieurs objets en simultané. À ceci près qu'il va falloir mettre suffisamment de points dans la compétence Crafting Capacity pour pouvoir crafter ces objets en parallèle. Donc si vous avez 3 membres d'équipage, que vous demandez à crafter 3 objets similaires, eh ben, ils vont se mettre en file d'attente en fait, donc ils vont crafter un objet à la fois. Par contre, si vous avez mis 3 points en Crafting Capacity, ils vont tous se mettre à crafter en même temps. Donc ça décuple votre vitesse de production en fait. Donc ça c'est vraiment la mécanique qui est au centre de cette carrière industrielle hein, et de donc l'activité de producteur dans Star Atlas quoi. Donc là on va, je sais pas si vous avez des questions, des interventions à faire, quelque chose, avant de partir directement dans vraiment le crafting en tant que tel. Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour les Space Station, au fur et à mesure qu'on les fait monter entières, en fait, on a accès au fur et à mesure aux différentes recettes de crafting, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça se débloque au fur et à mesure des tiers. Alors, j'avais une note là-dessus. Attends. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, en fait, jusqu'au tiers 4. Jusqu'au tiers 4, on débloque des différentes recettes et c'est au tiers 5 qu'on a vraiment accès à tout, quoi. Donc au début, ça va être juste vraiment des recettes basiques, comme la nourriture, le carburant, enfin les R4 en fait, le cuivre, faire des fils de cuivre, comment dire, des châssis en fer, des choses comme ça, vraiment les trucs basiques. Et puis ça se complexifie en fait au fur et à mesure du temps. Au partir du tiers 2, on peut commencer à faire des munitions, des toolkits, des repair kits. Puis après, là, tiers 3, on commence à entrer dans les composants un peu plus poussés, et notamment les repair kits qui servent à réparer les stations. Et tiers 4, là, on peut faire vraiment les composants très avancés hein, qui vont nous servir à monter jusqu'au tiers 5. Voilà. Et tiers 5, tu as accès à tout, exactement comme la station spatiale centrale. Ok. Moi, l'intérêt
l'intérêt de crafter, c'est quand on pourra faire, pour ma part, je parle bien, c'est quand on pourra faire entrer des vaisseaux médiums où il y a 2 à 3 membres d'équipage par vaisseau qu'on pourra immobiliser pour crafter, mais sachant que ça ne sera pas dès le départ, puisqu'on partira tous avec des vaisseaux XXS ou XS. C'est ça. Bah après, tu peux crafter avec ton vaisseau XS aussi, hein, mais il te faut des ressources. Bah, c'est surtout que quand tu vas crafter avec des vaisseaux XS, ça veut dire que tu vas bloquer ta flotte, en gros, ou un vaisseau, mais tu n'auras qu'une seule. Ouais. C'est ça, ouais. On y viendra tout à l'heure. Si tu bloques une flotte, c'est précisé à ta Starbase, l'entièreté de ta flotte ne sera pas considérée comme des membres actifs. Il faut que ce soit des vaisseaux hors flotte qui soient garés sur ta Starbase. Ouais, t'es obligé de démanteler ta flotte pour pouvoir faire du crafting. Exactement. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on est bien d'accord qu'un seul vaisseau qui fait du crafting est considéré comme une flotte à part entière, ou tout seul il est considéré non, pas comme une flotte? Non, pas forcément. Un vaisseau, en fait, à partir du moment où il est dans la Starbase, il est dans son hangar, si tu veux. Donc, il est considéré hors flotte. C'est du moment que tu sors de la Starbase que là, tu composes une flotte. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, justement, cette notion de flotte et de vaisseau hors flotte, ça va influencer un peu comment tu fais ton build selon la quantité de crafting que tu as envie de faire, en fait. On va y arriver. Alors, la carrière industrielle. Bon, comment on gagne des sous comme industriel dans Star Atlas? Les sources de revenus, ça va être comme pour tous les autres, hein, c'est les LP ou alors les ventes directement sur le marché. Ça, pour le coup, c'est assez similaire au métier de mineur. Donc, comment on gagne des LP avec l'industrie? On améliore les Starbase en assignant des membres d'équipage à l'upgrade. Justement, comme on le disait juste avant, on met son vaisseau dans la Starbase. On assigne le vaisseau à l'amélioration de celle-ci, et donc les membres d'équipage vont être bloqués le temps de l'upgrade. Donc chaque ressource nécessaire à l'amélioration de la Starbase qui sera consumée par ces membres d'équipage vous donnera des LP. Donc des LP, Loyalty Points, qui seront ensuite échangés pour des atlas à la fin de chaque époque. Voilà. Et la deuxième manière de gagner donc des LP avec l'industrie, c'est contribuer à la maintenance des stations ou des planètes en y entreposant des R4. Donc ça, c'est plus du transport que vraiment de l'amélioration, que de l'industrie en soi. C'est-à-dire que vous allez juste prendre des R4, donc des munitions, de la nourriture, du carburant, des kits de réparation, et vous allez les amener vers les structures planétaires ou vers les stations, et en les déposant en fait dans leur stock qu'elles pourront utiliser pour se maintenir. Et ben ça vous donnera idéalement des LP, quoi. Ensuite, donc en plus de ces loyalty points, hein, en contribuant donc à l'économie des Starbase, il y a tout simplement la vente au marché, hein, des ressources que vous produisez. Donc vous transformez des ressources brutes, donc les ressources que vous allez chercher en tant que mineur, donc vous pouvez aller les chercher vous-même sur les planètes, comme on l'expliquait lors du dernier brew, ou les acheter directement sur le marché. Ça, ce sera un calcul après à faire. Est-ce que ça vaut plus le coup de dépenser le temps à aller les chercher ou de les acheter direct si elles sont largement disponibles sur le marché? Ça dépend des vaisseaux que vous avez aussi. Donc on transforme ces ressources brutes en R4 ou en ressources raffinées, hein, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein, les espèces les frameworks, les magnets, graphène, hydrocarbone, des ressources qui sont pas minées directement sur les planètes, hein, mais qui sont donc des composants améliorés. Et à ce moment-là, une fois que vous les mettez sur le marché, c'est des transporteurs qui vont sûrement les acheter pour ensuite les emmener dans les Starbase qui en ont besoin. Et eux seront payés en LP en les déposant dans les structures et les stations. De la même façon, hein, vous pouvez donc acheter directement les composants et les utiliser pour l'upgrade des Starbase qui en ont besoin. Donc il n'y a pas forcément besoin de tout produire soi-même, quoi. Donc comment est-ce qu'on parvient à tout ça donc dans cette activité industrielle? Donc ce qu'on cherche, c'est à viser le maximum de membres d'équipage pour décupler le nombre de jobs de crafting en simultané. Les plus gros vaisseaux ont tendance à fournir plus de membres d'équipage. Le nombre de flottes en soi, il n'a pas d'importance car de base, les vaisseaux devront être individuellement assignés à la Starbase, hors flotte, donc comme on disait tout à l'heure, pour commencer à crafter. Néanmoins, bon, il faut quand même les amener du point A au point B, ces vaisseaux.
Donc il y a cette capacité de transport d'une starbase à l'autre selon les besoins. Transporter ces vaisseaux un par un, ça peut, voilà, hein, ça peut prendre du temps. Donc ça dépend si vous êtes vraiment en mode je me cale à une station ou voire à la station spatiale centrale et j'en bouge pas et je fais que du crafting et du marché en fait. Ce qui, je pense, pourrait être possible. Hein. En soi, il y a rien qui l'empêche. Parce que est-ce que ça va être rentable? Ça, tant qu'on n'a pas le jeu entre les mains et qu'on voit pas comment l'économie tourne, c'est un peu compliqué à dire, mais c'est une possibilité. Alors, je parlais de nombre de jobs en simultané. Il y a quand même un cap là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas seulement le nombre d'équipages que vous avez, c'est votre crafting capacity. Alors qui, elle, n'a pas de limite en soi, mais il y a quand même une limite absolue, on va dire, c'est votre nombre maximum de points de privilège. C'est-à-dire que quand vous avez, à chaque fois que vous montez d'un niveau, hein, d'un rang du conseil, vous gagnez des points de privilège. Donc au maximum, au rang 100, vous en aurez 142. Donc le cap vraiment maximum, si vous mettez tous vos points là-dedans, c'est donc 142. Mais bon, mettre tous ces points là-dedans... dans un premier temps. Dans un premier temps, ouais. C'est possible qu'on aille plus loin que le rang 100 éventuellement. Plus tard. Bon, ça, c'est pour le futur lointain, quoi. Mais bon, mettre tous ces points en crafting capacity, ça limite quand même beaucoup le jeu. Hein. On viendra là-dessus tout à l'heure. J'ai commencé à réfléchir à un build éventuellement vraiment pure usine industrielle, on fait que ça. Mais c'est très limité. Hein. Donc, bon, je pense que la plupart des gens, ils seront donc un build plutôt mineur industriel. Donc on mélange la capacité de minage. Donc comme on le disait lors du dernier brew, on cherche surtout l'autonomie en nourriture et l'espace de cargo ici. Et la capacité de crafting, donc cette fameuse crafting capacity. Hein. Donc on vise à maximiser le nombre de vaisseaux avec des gros équipages selon son budget. Et à ça, on ajoute la concurrence des flottes et la taille des flottes également pour démultiplier son nombre de vaisseaux, quoi. Donc après, c'est compliqué de donner des points exactement. Combien de points faut dépenser là-dedans, parce que ça va dépendre du budget, du gameplay de chacun. Est-ce que vous voulez faire plus de minage, plus de crafting, 50-50? Ça dépend vraiment de comment vous voulez organiser le truc. Ça dépend de quel est votre temps de jeu, à quelle vitesse vous allez level up aussi. Donc c'est peut-être pas super intéressant de tout mettre dans crafting capacity dès le début. En tout cas, quoi qu'il arrive, les trois compétences dont vous avez besoin, c'est concurrent fleet, fleet size et crafting capacity. Sachant que cette crafting capacity doit toujours correspondre si vous voulez vraiment maximiser votre capacité à crafter. Ce skill, il doit toujours correspondre au nombre d'équipages total dans l'ensemble de vos flottes, en fait, hein, dans tous vos vaisseaux. Après, il faudrait sur les histoires de points, il faudrait préciser aussi qu'on pourra les réallouer. Oui, c'est ça. Les respects, c'est pas définitif. Donc, par exemple, on peut imaginer au début favoriser par exemple l'expansion de la flotte pour le développement et puis ensuite se rabattre sur le crafting ou l'inverse. Enfin, voilà. Exactement. C'est peut-être beaucoup plus intéressant de viser donc l'expansion de sa flotte au début et surtout la compétence concurrent fleet, hein, qui permet donc d'avoir plusieurs flottes en même temps pour peut-être gagner de l'XP plus rapidement en faisant d'autres activités. Et après, une fois que les starbases sont un peu plus développées et tout ça, se rabattre sur le crafting en réallouant ses points, quoi. Et justement, si on pousse ce délire-là jusqu'au bout, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, on peut partir dans un délire, ce que j'appelle le personnage usine, pur industriel, crafting, et vraiment tu fais que ça, quoi. Limite, c'est un bot, le truc. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que des gens finissent par faire des bots de crafting avec ce genre de compte, quoi. Je pense que c'est un truc que tu fais plus sur un compte alternatif bien plus tard, quand t'as déjà un perso rang 100, en fait, que t'as déjà maxé ton truc. Tu réalloues tes points, en fait, et là, tu all-in crafting capacity. Tu mets tes 142 points là-dedans, tu vois, pour faire donc jusqu'à 142 jobs en parallèle. Et alors, par contre, ce personnage, il ne fera que du crafting tout le temps. Il peut juste sortir un vaisseau XXS, c'est tout. Et donc à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu restes sur la CSS et tu fais que du crafting tout le temps. Donc tu alimentes ton perso en ressources, que ce soit avec un de tes autres comptes ou en achetant sur le marché. Et tu craftes, et après tu réachemines les ressources, que ce soit par ta guilde ou avec un autre perso en transporteur, tu vois. Donc comment est-ce que tu fais après donc pour cette capacité de crafting? T'as même pas besoin d'aller chercher des vaisseaux avec beaucoup d'équipage ou ça. Tu farmes les airbikes, en fait.
Genre tu fais donc 142 points, ça fait 142 airbikes, un membre d'équipage chacun, ça fait dans les $320, un truc comme ça, au prix du marché actuel, c'est le prix d'un vaisseau taille small, quoi. Et bon, en revanche, ce personnage-là, bien que ce sera vraiment, il va t'envoyer des objets à une grande rapidité, tu vois, genre 140 à la fois, quoi. Il va pas gagner de LP, et donc c'est de la pure revente sur le marché des objets que tu produis, ou alors, c'est comme je disais tout à l'heure, ça sert à approvisionner un autre compte, en fait, ce qui sera plus le cas, je pense. C'est vraiment un concept d'alt, en fait, tu vois, genre comme une mule que tu aurais sur sur les MMO en général, pour tenir tes objets ou pour faire vraiment du crafting en boucle. C'est pour ça que je dis, ça m'étonnerait pas que des gens fassent ça à long terme avec des bots, tu vois. Que tu as un perso rançant, tu te mets en pur crafting et ça te sert juste comme une usine quoi, qui tourne en permanence dans cette zone. Quoi. Après, on n'a pas plus de détails. Je sais pas si on a plus de détails sur le comment ça se passe pour réallouer ses points. Normalement, tu as une taxe en Atlas à payer. Ouais, alors, mais après, est-ce que ça va être localisé géographiquement? Par exemple, imagine s'il faut se rendre sur la base centrale pour réallouer tes points, et une fois que tu as réalloué tous tes points en crafting, tu te retrouves coincé sur la base centrale avec un vaisseau. Bah ouais, mais justement, alors si tu pars dans ce délire où tu mets full crafting, pour moi, tu bouges plus de la base centrale après. C'est genre ton perso reste là et tu craftes. Ouais, t'as pas le choix. Parce que tu as accès au marché en fait. Donc tu achètes les ressources sur le marché, tu les transformes et tu les revends et tu essayes de faire une différence avec ça, quoi, tu vois. Ouais. Ou alors les gens automatiseront, essaieront d'automatiser ça en tout cas, c'est sûr que. Tu vois, c'est une option. Mais bon, après, je pense que le plus réaliste, oui, c'est de faire ton bail mineur, industriel. Tu vas chercher tes ressources et tu les transformes en même temps. Et alors après, c'est à chacun, selon la flotte que tu veux avoir, tu vas optimiser donc ton nombre de flottes concurrentes, ta taille de flotte pour accéder à la taille de vaisseau que tu possèdes, et après la crafting capacity pour suivre ton nombre de membres d'équipage, quoi. C'est un peu ça la formule. Ouais. Voilà, je sais pas si quelqu'un veut intervenir là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent faire vraiment crafting à balle, faire vraiment que de l'industrie, pas trop de combat? Ouais. Toi, tu vas taxer crafting, Jus, du coup? Bah, disons que chez Gargantua, je suis dans la filiale technologie, donc c'est la filiale qui s'occupe de la production. Donc c'est le crafting, quoi. En attendant de pouvoir construire des vaisseaux, voilà, je vais construire des composants. Et à l'échelle, moi je me demande, à l'échelle d'une guilde, est-ce que vous avez déjà réfléchi justement, est-ce que avec ce qu'on sait aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez privilégier au début, à l'allumage de Sage, avec forcément avec les infos qu'on a aujourd'hui, hein. Pour l'instant, on est tous en train de lire un peu la notice, d'en extraire les informations clés et on en discute un petit peu. On commence à mettre en place des stratégies, ouais. Bah après, l'avantage, à mon avis, d'une guilde, c'est que je pense que dès le départ, ils vont chacun sectoriser un petit peu ce qu'ils vont faire. Il y en a qui vont crafter, il y en a qui vont aller découvrir, etc., etc. Après, le joueur individuel, lui, je pense qu'il va se mettre dans la mentalité de vite gagner des LP ou des XP, vite former des flottes et vite pouvoir faire rentrer ces vaisseaux qui sont de plus grande taille. Et soit il aura la réflexion de les mettre en crafting, donc de bloquer le vaisseau avec ses membres d'équipage et de les faire travailler, ou soit il aura la réflexion d'intégrer ces plus gros vaisseaux dans la propre flotte pour qu'ils puissent transporter plus de ressources. Donc je pense que le joueur lambda, à mon avis, et il y a aussi le fait que c'est un nouveau jeu, que tout le monde voudra découvrir, aller voir la carte, se balader, je vois difficilement en fait des gens avec des vaisseaux de toute petite taille, donc XXS ou XS, même si tu en as une dizaine ou une vingtaine, s'atteler qu'au crafting. Ouais, sauf si mais attendez, il me semble que le crafting ça rapporte des LP aussi, hein. Alors c'est quand tu fais tes upgrades sur la station. Par contre, le fait de transformer le truc en soi, ça ne va pas te donner un LP. C'est quand tu l'amènes à une starbase et que tu consommes la ressource pour améliorer la starbase, tu vois. Donc ça fait partie du crafting aussi, c'est-à-dire que tu vas devoir assigner des membres d'équipage à l'upgrade de la starbase. Et c'est ça qui va te donner les LP en fait. Et pareil, quand tu amènes les ressources transformées, donc surtout les R4 en fait, sur les structures planétaires ou dans les stations, et que tu mets ça dans le stockage de la station pour qu'elle les utilise pour s'alimenter en fait, bah ça va te donner des LP aussi, parce que tu participes à l'écosystème, quoi. Le fait de réussir une recette, ça va pas te donner de l'expérience?
Bah, je pense que si, je pense que tout va te donner de l'expérience dans le jeu vraiment pour monter en rang. L'expérience de Drake. Bah, CSS, il est déjà niveau 6. Hein. Je sais pas s'il peut vraiment gagner d'expérience à proprement dit. Ah oui, le CSS central, oui, non, normalement, logiquement, lui, il prendra pas d'expérience. Oui, mais pour monter ton rang de conseil, tu vois. Sachant qu'au niveau expérience. Oui, mais toi, tu prendras l'expérience, pas le. Ouais, mais tu vois, du coup, est-ce que ça monterait pas plus vite l'XP en craftant des objets en boucle plutôt que d'aller chercher des ennemis à péter ou en minant des ressources? Ah, bah ça fait partie de la chose qu'on appelle la méta et qu'on va découvrir ensemble. Eh oui. Ah, mais tu vois, du coup, ça peut être ça se trouve, ça va être le moyen de monter un perso super. Justement, non, mais j'ai totalement conscience qu'aujourd'hui, même avec le manuel, même en lisant de fond en comble, on n'aura pas la méta. Il va falloir qu'on joue au jeu et qu'on le découvre. Et justement, moi, je me demande, est-ce qu'il y en a qui ont déjà, tu vois, à l'échelle d'une guilde, tu vois, de réfléchir à la stratégie, de se dire, ok, on a tant de vaisseaux, on a des ressources limitées, on a du temps limité, on a des gens limités. Qu'est-ce qu'on favorise, tu vois, qu'est-ce qu'on met en place pour essayer d'un peu découvrir tout au plus vite. Ça va être un peu intéressant. C'est vraiment c'est Golden Era, quoi. On est la découverte d'un nouveau monde et tout le monde va vouloir un peu tout découvrir il va falloir se retenir de pas trop s'éparpiller non plus. Moi, je sais pas ce que c'est l'industrie, moi. Mais toi, j'ai bien compris. Toi, on sait, Tandian. De toute façon, toi, tu vas piou-piou partout. Non, c'est pas vrai, j'ai déjà fait de l'industrie, mais c'est pas ce qui me botte le plus. Enfin, c'est marrant, vite fait. Ouais, je pense que c'est des profils de gens. Il y a des gens, ils aiment beaucoup ça, l'industrie, l'optimisation des strats. Les fichiers Excel, tout ça. Les fichiers Excel, voilà. C'est des personnes. C'est leur gameplay à eux, c'est leur gameplay, c'est comme ça qu'ils aiment jouer. Exactement. Tant qu'ils vendent des vaisseaux moins chers, ça me va. Moi, je respecte totalement. Je comprends. Je comprends qu'on puisse aimer ça. Et il y a plein de gens, ils aiment jouer à Satisfactory, ce genre de Eve Online, faire des. Après aussi, je voulais réagir par rapport à l'industrie. Je crois que c'est Nono qui disait ça tout à l'heure, qu'ils allaient avec sa guilde se mettre sur la construction de vaisseaux à un moment donné, mais je pense que les vaisseaux aussi, il faudra certaines ressources et on les aura pas d'entrée de jeu. Hein. Donc construire des vaisseaux, je pense que c'est pas tout de suite qu'on pourra se mettre à construire certains vaisseaux. Je sais pas. Après, c'est peut-être. De toute façon, c'est prévu dans un moment la construction des vaisseaux. C'est pas pour les premières versions. Hein. Ouais, clairement. Moi, je me demande si le prix des vaisseaux va pas dumper après la production des chips. Franchement, ça dépend en fait. Après la première production des chips, tu veux dire, Tandian? Ouais, quand on pourra lancer la production des chips, je pense que les vaisseaux vont dumper à moins qu'il y ait assez de destruction. À moins que la destruction soit lancée avant, c'est exactement ce que j'allais te dire. Et même si elle est lancée, il faut qu'il y ait. Enfin, ça me semble plus facile de produire des vaisseaux que par rapport au nombre de gens qui vont aller les risquer en zone à haut risque, quoi. Mais après, si les vaisseaux ont moins de valeur, tu vois, parce que la supply augmente et qu'on. C'est ce que je me dis. On en crave plein, bah là, les gens seront moins frileux d'aller dans la zone à haut risque, quoi. Donc, ça va s'équilibrer. Peut-être au début, ça va dump, mais ça va s'équilibrer après, quoi. C'est pour ça que depuis le début de Star Atlas, mais même début 2021, il y a les fondateurs, ils ont toujours dit les vaisseaux ne sont pas des actifs spéculatifs. Ils l'ont toujours dit, ils l'ont toujours mis en avant. Et en fait, je pense que naturellement, si le jeu est relativement bien équilibré, en fait, les chips sont censés être en quelque sorte la représentation de la stabilité du jeu, en fait. Et c'est. Ouais. Je les vois sur le court terme pouvoir dumper ou pumper. Mais je sais pas. Je vois pas j'imagine pas d'énormes mouvements liés à ça. Ah bah si c'est stable, après, c'est pas mal, hein. Après, de toute façon, ça va dépendre du prix des ressources, parce que ton vaisseau, va falloir que tu aies des ressources pour le fabriquer. Si tout le monde se met à fabriquer des vaisseaux, ça va faire de la tension, ça va faire beaucoup de demandes sur le prix des ressources, donc le prix des ressources devrait grimper, et du coup, le prix des vaisseaux devrait grimper derrière. C'est pour ça que l'équilibre là-dessus, il est très subtil. Oui. Il faut pas oublier que les vaisseaux sont la porte d'entrée sur le jeu. Donc si à un moment donné, les vaisseaux deviennent à un prix inaccessible, les gens ne viendront pas jouer à Star Atlas. Hein. Faut pas déclarer, à mon avis. Hein. Bon, de toute façon, faut toujours prendre des flottes de vaisseaux les moins chers. Hein. Comme ça, si jamais il y a un trade, ceux qui perdent les vaisseaux les plus chers, c'est eux qui douillent, quoi. Ouais, mais le prix des vaisseaux suit souvent la rentabilité aussi, là. Plus il est cher, plus il est rentable. Mais de toute façon, il y a certains vaisseaux qui vont pas être, même quand le crafting sera mis en ligne, il y a certains vaisseaux qui vont demander des ressources
qui seront trouvés que dans la zone à haut risque. Donc il y en a certains, ça va pas être tout de suite qu'on va les voir arriver sur le marché, quoi, même avec le crafting Oui, disponible. par exemple, les Tufa Faced, avant qu'on les voit arriver, eux, Là, les Rainbow, crafting, pareil. les Rainbow Home, pareil, Hmm. les Rainbow tout court. Ouais, il va falloir un peu de temps avant qu'on les voit apparaître. Bah, je pense que de toute façon, il y aura des guildes qui farmeront pour les pirates. Hein. Donc pour eux, ce sera accessible. Mais c'est sûr, ce sera les vaisseaux les plus chers. Parce que tout le monde n'ira pas dans chez Cataclysme. C'est pour ça que les vaisseaux qui sont alignés sur les factions seront peut-être plus faciles à crafter. Mais comme tu disais, les Rambo ou les Tufa, ou enfin ceux qui appartiennent à Jorvik aussi, c'est des vaisseaux, comme ça demande des ressources qui sont en zone à haut risque, c'est pas demain la veille qu'on pourra effectivement les crafter. Donc, il vaut mieux plutôt les acheter sur le marché. Et bon, après, voir en fonction de la supply quand est-ce qu'il y en aura plus, parce que c'est pas demain qu'on pourra les crafter, à mon avis. Ouais, bah c'est une caractéristique qui rentre en compte en fait quand tu choisis un vaisseau, je pense. Si tu veux un truc qui va peut-être mieux garder son prix, ouais, c'est un truc à garder en tête, je pense. Bah, c'est une stratégie. Tu peux aussi avoir le point de vue de te dire moi, je m'en fiche de ça. Ce qui m'intéresse, c'est le profit à court terme. Et une fois que Sage est sorti, on sait que par exemple, je sais pas, tel type de vaisseau ou tel type pourra me dégager tant de profit pour me permettre ensuite d'acheter ce fameux vaisseau qui lui sera plus rare. C'est juste, ouais, c'est des stratégies différentes. Ouais, je pense que tout le monde a eu un peu cette stratégie-là. Quand les vaisseaux étaient un petit peu pendant 6 mois, 1 an à moins 80%, même moi, à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'achète celui-là parce que je sais que si à un moment donné le prix change, je pourrais revendre celui-là, récupérer un peu de trésorerie pour en acheter un autre qui est bien plus important. Totalement. Bon, les amis, et si on faisait un petit quiz? Ah, c'est l'heure. Je pense que c'est l'heure, ouais. C'est l'heure du lobby. Ouais, c'est ça. Donc, comme d'habitude, on vous fait gagner un Fimbul Lobby. Donc, pour la première personne qui donnera la réponse correcte à la question suivante. Donc, vous pouvez écrire votre réponse dans le canal Atlas Brew, juste au-dessus, le canal textuel. Préparez-vous à écrire parce que cette semaine, elle est un petit peu plus facile que les autres. Ouais, elle est. Ah non, je sais pas si elle est facile. Non, tu trouves pas? Ouais, après, c'est. Ouais, je vais peut-être. Ça dépend, ça dépend. Ouais, toi, tu sais, parce que t'as le nez dedans, tu vois. Mais. Ouais, la vraie vérité, c'est que celui qui gagne toujours, là, est-ce qu'il est dans le chat et est-ce qu'il va répondre le clean, ou je sais plus comment c'est le truc. C'est Euclid qui a gagné. Non, c'est pas Euclid, c'est un autre, J'ai oublié son nom, mais il est tout le temps au taquet, le mec qui répond à une vitesse. Mais je crois qu'il est pas là-bas. Il y a Chaldan qui gagne souvent. Il y a Aito. Ah, il y a Chaldan, il est là, Chaldan depuis longtemps. Je crois pas qu'il soit là. Il nous a pas. Il a... Alors, vous avez peut-être une chance, les gars. Profitez-en. Ok. Donc, on fait un brou sur l'industrie. Donc, la question n'a rien à voir. La question est la suivante. Est-ce que vous pouvez me nommer les cofondateurs de Star Atlas? Alors, qui est le premier qui... les noms complets, hein, nom, prénom. À écrire. Kevin, non. On a encore Tendian qui est dessus. J'en sais rien. Mathéo et Khazar. Je sais pas, je sens bien Khazar, moi. Non, Khazar, on l'a perdu. Non, on n'aura pas Khazar. Ah si, peut-être. Alors, Fire Sulk, oui. Michael Wagner, certes, c'en est un. C'est une partie de la réponse. C'est le CEO. Mais il l'a pas fait tout seul. Il y en a d'autres. La réponse est trouvable sur Internet. Alors, l'orthographe de Naka. Oui. Un effort sur l'orthographe, monsieur, s'il vous plaît. Oh, nous avons un gagnant, je crois. Oui, c'est ça. Tendian qui nous a trouvé donc, les cofondateurs de Star Atlas, Michael Wagner, Danny Floyd, Jacob Floyd et Pablo Quiroga. Bande de... Bravo. Désolé, Starkiller. Trop lent. Par contre, je suis vraiment désolé, j'ai une mauvaise pour toi, Tendian, c'est que je crois qu'il n'y a pas d'armes sur le lobby. M'en fous, j'ai gagné contre les rues. Tu ne pourras pas pipou. Ok. Hop, je t'envoie un petit message. T'avais jamais gagné avant, Tendian? Ouais, bravo, Tendian. J'ai jamais répondu. Ok. Bon. Première réponse, gain, bravo.
Félicitations. Accepte, Ouais, accepte je ma peux te demande par demander. contre, que je puisse te DM et tu m'envoies ton adresse Solana. Ok, attends. Je sais même pas si que je trouve ça. Je t'ai envoyé une demande d'amis. Comme ça, je transmets à l'équipe derrière et puis ils t'enverront ton lobby. Alors ça peut mettre un peu de temps, hein, je précise. Ouais, je m'en fous. De toute façon, Ça je peut veux pas mettre une flipper avec, semaine, 2 semaines, plus, mais ça arrive un jour ou l'autre. Ah, Le temps que ça Starkiller, t'es remonte, quoi. arrivé vraiment 2 minutes trop tard. Ouais. Mais même pas, en plus, t'as écrit la réponse la même minute que t'en viens. C'est le jeu. Hein. Désolé La pauvre pour je Lucette. comprends. Tu sais pourquoi tu t'es fait avoir, Le Starkiller? pauvre, je hurle derrière mon écran. Ouais, mais c'est parce qu'il a voulu faire une présentation, tu vois, aller à la ligne à chaque fois pour chaque nom. Oui, c'est vrai, t'as raison. il a Et fait t'as un perdu effort. la seconde comme ça. ça sera le chip que je suiciderai sur les rues. Ok, bon, au-delà du quiz, comme la dernière fois, je me suis un peu posé la question quels seraient les vaisseaux intéressants donc dans cette optique de crafting dans Star Atlas. Donc, comme on le disait tout à l'heure, les critères qu'on regarde, c'est donc le nombre de membres d'équipage par vaisseau, parce que c'est ce qui va déterminer donc cette capacité de crafting. Comme c'est très entrecoupé aussi avec la carrière de minage dont on parlait la dernière fois, je pense que les critères de la semaine dernière dont on parlait, c'est-à-dire l'autonomie en nourriture et la capacité de cargo, sont également très importants. Surtout la capacité de cargo, en fait, qui va vous permettre de transporter vos ressources transformées jusqu'à la CSS pour les vendre, ou alors à la Starbase pour les améliorer. Donc, c'est parti pour les vaisseaux XXS. Alors j'ai fait de XXS jusqu'à large, hein, les capitaux et les titans, on verra si on a le temps à la fin. Si vous avez remarqué d'autres trucs, n'hésitez pas à intervenir. J'ai fait un peu ma petite recherche comme ça sur le marché, hein, mais je suis sûr qu'il y a d'autres combinaisons possibles. Donc sur ces critères-là, hein, donc de cargo, d'autonomie en nourriture et de membres d'équipage, bon pour les XXS c'est pas très compliqué, hein, ils ont tous un seul membre d'équipage. Le moins cher, ce serait l'Airbike, qui est à 2,26 $. Mais si vous voulez mettre un peu plus, il y a le X4 quand même aussi, hein, qui est donc un peu plus cher, mais qui a un module cargo, donc qui est quand même plus intéressant que l'Airbike, puis plus polyvalent aussi, quoi. On passe donc tout de suite à la catégorie XS, hein, juste au-dessus. Bon là, c'est exactement comme pour le minage, hein. Bon, vous allez remarquer de toute façon qu'il y a beaucoup d'overlap entre les deux, hein, le minage et l'industrie. On a donc le Fimbul Lobby, hein, qu'on fait gagner chaque semaine, hein, donc rejoignez l'Atlas Brew, qui possède 2 membres d'équipage, comme le X4 ou le Jet, mais qui est un vaisseau de transport, donc qui a un meilleur rating de cargo par rapport aux 2 autres, hein, le X4 qui est un fighter, le Jet qui est un racer. Donc vaisseau de même taille, hein, mais si ce qu'on cherche c'est donc cette capacité de cargo, clairement le lobby l'emporte sur les 2 autres de cette catégorie. Pour ce qui est des vaisseaux small, c'est encore une fois, hein, comme pour le minage, le R6 qui a l'air de sortir un peu du lot. Il a 3 membres d'équipage. Il a un rating de 3 en cargo, parce que c'est un vaisseau de réparation. Et il dispose également d'un module cargo en plus. Donc, tous les autres de la catégorie S, sauf le MedTech, ont 2 membres d'équipage. Donc sur cette, si ça c'est un des critères qu'on regarde, hein, le nombre de membres d'équipage pour cette capacité de crafting, ça se jouait donc entre le R6 et le MedTech, mais le R6 pardon, pour moi l'emporte sur sa capacité de cargo, hein, qui est supérieure donc au vaisseau de rescue qu'est le MedTech. Donc voilà, ça c'est pour les small, hein, le R6. On passe au medium. Donc là, on a le BIOS Packlight, hein, qui ressort avec donc sa grosse capacité de stockage. C'est vraiment un vaisseau de freight, hein, c'est fait pour ça. Il a 5 membres d'équipage, ce qui est le cas d'autres vaisseaux, hein, dans la même catégorie en médium. On a donc le Calico Evac, l'Ogrika Turcic, le Pierce F4 et le Vesus Opod qui possèdent également 5 membres d'équipage. Donc là, ça se vaut, hein, au niveau capacité de crafting. Bon, bah par contre, après, voilà, ce qu'on va regarder, c'est le cargo. Donc là, bah, y a pas photo, hein, le Packlight, il est fait pour ça. Le Calico Evac, bon, bah, c'est un vaisseau médical, donc c'est pas vraiment prévu pour. Bon, il peut transporter des choses, évidemment, mais le Packlight l'emporte dessus.
Le Tursik et le F4, c'est des vaisseaux de combat. Donc en termes de cargo, ce sera en dessous du Packlight et du Evac, hein, même s'ils ont le même nombre de membres d'équipage. Le Haut-Pod, c'est un vaisseau d'exploration. Donc il emporte toujours moins que le Packlight, mais bon, il sera probablement un peu mieux que le Evac, le Tursik et le F4. Mais voilà, également pareil, 5 membres d'équipage. C'est vraiment les vaisseaux dans cette catégorie-là qui semblent le plus adaptés. Mais le Packlight l'emporte clairement. Catégorie large, bah, comme pour le minage, hein, le Sunpa, le Ogrika Sunpa, donc, et le Rainbow Arc, qui sont les meilleurs freighters du jeu, hein, les meilleurs transporteurs de ressources. Donc cargo surdimensionné, 6 membres d'équipage. Bon, bah, voilà, c'est ceux qui se disputent un peu le top de la catégorie L, hein, que ce soit pour le minage ou pour l'industrie. C'est kiff-kiff. À noter qu'il y a l'Opal Beatboat aussi, en catégorie L, qui est un transporteur, donc c'est du transport de passagers, mais du coup il dispose quand même d'un rating en termes d'espace de cargo qui est supérieur aux autres vaisseaux d'autres catégories, qui seraient plus orientés fight ou des choses comme ça. Et il a 6 membres d'équipage. Donc j'avais pensé au R8 aussi, mais il me semble que le R8, en termes de membres d'équipage, hein, donc et de capacité de crafting, il n'a que 5 personnes à bord. Donc c'est pour ça que j'ai plus préféré mettre le Beatboat en avant là-dessus. Voilà, voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on va s'amuser à regarder les capitaux ou pas? Hop. Je vais ouvrir une seconde fenêtre. On va regarder ça. Maiden Busan, il est pas mal aussi. Bah justement, je me demande, tiens, hop. Parce qu'il y a des vaisseaux de salvage, il y a des vaisseaux d'exploration en capitaux, mine de rien, il y a un peu plus de variété. Ça peut être pas mal de regarder ça. Il y a le Guardian aussi. Je crois qu'il y a le C9. Bah, mais le C9, c'est un truc de combat, tu vois, donc je me demande comment ça se... Évidemment, ça va être un gros machin, mais... Hop. Et alors, on a aussi le balade. Voilà. Attendez, je suis en train de... Pendant que tu regardes les derniers vaisseaux, je vois qu'on a... je veux pas le mettre sur le spot, mais je vois qu'on a Santi dans le SAT. Hey Santi! Et je crois que Santi aimerait nous dire bonjour en français. Oh. You have something to say in French, Santi? I want to apologize before, but I can try. No worries. Let's go. Bonjour à tous. J'espère que vous n'arriverez pas de mon français. Je vous aime tous. Alors, je vais pour la petite traduction. J'espère que vous ne rirez pas de mon français. Je vous aime tous. Voilà. Allez. Merci à Santi d'avoir fait l'effort d'essayer de nous parler en français. C'est vraiment sympa de passer nous dire bonjour. Nice seeing you, bro. Oh, Santi. It was perfect. I know zero French. Sorry, guys. No, everybody love you. Thanks a lot, Santi. Thank you. Baguette, Santi? Baguette. Try. Oh, is your English, Kaza? Hey. Adina. Santi, can you talk? Just baguette. Baguette. Yeah. That's French. Okay. Yeah, that's French. Thank you. Perfect. Thank you. Merci, Kaza. Pas trop balingué. Il est parfait ton anglais, Kaza. On veut la date de sortie de Sage. Ouais. Est-ce qu'il sait même? Non. Ça, c'est Kevin. Gros moche. Tu le sauras pas. Voilà, c'était le petit passage de Santi. Merci beaucoup de nous avoir dit bonsoir. Du coup, Winston, tu peux reprendre sur tes vaisseaux. Ça m'intéresse. Ok. Eh ben écoute, c'est parti. On a le Busan Maiden Art. On va commencer par le premier. C'est un fighter. Donc déjà, ça part mal.
En général, il a pas forcément la meilleure capacité de cargo. Combien il y a de gens? Putain, il y a beaucoup de monde hein, dans les capitaux quand même. Là, on a donc 3, 4, 5, 9, 15. Il y a 21 personnes à bord du Maiden Heart. Tiens, je vais noter ça au fur et à mesure. Ensuite, on a le Balade. Le balade, t'es là, Winston? Ouais, non, je suis en train de regarder en même temps. Il a un peu plus de monde, j'ai l'impression, le Balade, non? Ou alors je me suis planté dans mon truc, mais il a 23 membres d'équipage. Il est un peu au-dessus. Parmi les capitaux, le balade, c'est un de ceux qui a le plus d'équipage, il me semble. Aussi un fighter, pour le coup, mais les capitaux, c'est quasiment tous des fighters. Je pense qu'en fait, il faut regarder peut-être déjà les petits rôles. On a le Guardian. On a le Icos qui est un bomber, donc qui est pas forcément mieux que les fighters à ce niveau-là. Le Jode Asteris, ça pourrait être une bonne option. C'est un transport, donc transport de passagers, mais qui ont toujours un meilleur rating en espace de cargo que les autres, plus orientés sur le combat. C9, c'est un fighter, pareil. Et D9, c'est un truc de salvage. Alors celui-là, c'est intéressant parce que c'est à terme, ça va être la seule catégorie de vaisseaux qui va pouvoir looter les starbases quand elles sont détruites. Ça, c'est un truc que j'ai vu dans le manuel aujourd'hui, que j'avais pas vu avant. Mais en fait, quand une starbase est détruite, elle va dropper une partie de ses ressources et des débris en fait qu'on peut ramasser et alors gagner des ressources et des LP. Et ça, c'est que les vaisseaux de salvage qui pourront le faire à terme. Donc le D9 en particulier. Je sais pas si on a des vaisseaux de salvage plus petits, peut-être le R8. Je sais pas si le R8 est capable de faire ça ou pas. Enfin, il n'est pas désigné comme salvage le R8. Il c'est est pas Refuel désigné Repair, salvage. ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est vraiment Est-ce spécialisé. ouais, je suis pas sûr que ça fonctionne du coup. C'est une autre catégorie. Et alors, combien il a, lui? Il a 3, 5... Il a que 19 personnes à bord, par contre. Ça fait moins de... Alors, il va avoir plus de cargo, je pense, mais moins de membres d'équipage. Là, on parle du... Comment il s'appelle, celui-là? Le Pierce D9. Le D9. Et alors, j'aimerais bien voir son rating en espace de cargo, celui-là. Hop, attends, je sors mes petites fiches. Alors... Cargo, il est comment? Ouais, il a un slot 5 cargo capital. En rating, les vaisseaux de salvage, en rating space, ils ont 5, tu vois. Comparé à un transport qui a... Qui a combien du coup? Bah 5 aussi. Donc 5 aussi. moi j'ai envie de te dire, ça se joue entre l'Ogrica, Jode Asteris et le D9. Alors après, il faut voir au niveau des membres d'équipage, combien il a par rapport à l'autre. Donc Après, c'est vrai que salvage, si tu lootes les bases spatiales, les CSS avec, c'est quand même très intéressant parce que au moment de la destruction, on sait du coup que tu pourras claim un CSS de level 0 et une partie de ressources qui étaient stockées dedans. Mais est-ce que ça prend en compte les crafting en cours, par exemple? S'il y a des gros crafts en cours très intéressants dans une station particulière, ça peut être juteux, hein. Voilà, c'est exactement. Et si tu la détruis sans avoir ce D9, ça veut dire que potentiellement tu récupères pas tout ce qu'il y a dedans. Donc ouais, ça devient un peu indispensable en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. La question que je me pose, c'est que quand tu détruis une station, comment sont répartis les loots? C'est une bonne question. Comment sont répartis les loots? Bah, tu sais, quand tu as une participation, je sais pas moi, de 10 mecs. C'est par rapport aux dégâts, a priori. Par exemple, si deux factions s'attaquent à une CSS de la troisième faction, pour savoir qui va hériter du claim stake tier 0 qui sera donné en échange de la destruction, c'est la faction qui a fait le plus de dégâts. D'accord, ça me paraît logique. Mais après, une fois que tu as détruit le truc, si par exemple, je sais pas moi, je dis une connerie, hein, j'ai détruit ça que avec des X5,
Ouais. Et les X5 ça n'a pas de soute. Je fais comment pour looter? Ouais, ça c'est la question. Est-ce que le loot est dans l'espace? question, Ça se passe comment, tu vois? Est-ce qu'il est dans l'espace et tout le monde peut le récupérer? Ou est-ce qu'il est clémable par toi sous un certain délai? Ah oui, c'est une bonne question. Sur Eve, en général, on peut pas loot. Ça Parce se qu'en passe fait, comment, vous ouais. il y a ça trop de soute. Donc le seul moyen, c'est de ramener un freighter. Mais bon, ramener un Et freighter. du coup, il se fait déchirer pendant le combat. Moi, ouais, je pense que ça va être la même chose qu'il va falloir soit tu t'emportes ce que tu peux dans ton cargo et le reste ça va rester sur place quoi, tu vois. Et okay, à ce moment-là, tu fais un run freighter, ouais, voilà, une fois que c'est un peu sécurisé. Ouais, mais, non. Ça vaut pas le coup de perdre le freighter en général. Ça coûte de perdre son freighter. Ouais, genre vous par exemple sur ça vaut jamais le coup de sortir un freighter dans ce genre de cas? Non, alors quand tu sors un freighter, c'est vraiment que t'es sûr que t'as une escorte de dingue hein, pour pouvoir. Parce que sinon, tu sors pas comme ça tout seul ton vaisseau de transport. Nous, on prend pas des freights en général quand on veut looter des trucs, c'est plutôt des transporteurs. Parce que c'est plus mobile. Donc, oui, pardon, en plus je voulais dire transporteur, je voulais pas dire freighter. Ah oui, d'accord. Freighter, c'est le gros chez nous. C'est les gros, ouais. Nous, on sert des freights que pour peser les stations. Ok. Parce que sinon, il y a pas assez de soute. Ouais, techniquement, t'es obligé en fait d'un vaisseau de cette taille-là pour déplacer ça, quoi. Pour poser des grosses stations, ouais, t'es obligé. Quand c'est des e-hub, des claimstakes, un transporteur, ça suffit. Ouais, c'est intéressant ça. Bon, ben, en tout cas, catégorie capitale, sur le D9, on est à 19 membres d'équipage. Le jeu d'Astéris, on en est à 16. Donc, je pense que le D9 l'enterre un peu les deux catégories, quoi. Enfin, ils se valent en termes de rating de cargo, mais le D9 a un peu plus de membres d'équipage, donc un peu plus de capacité de crafting. Et cette option de salvage, qui est genre super intéressante, quoi. Il est un peu plus cher, par contre. Il a le prix d'origine... Alors après, au niveau sur le marché, je sais pas comment ça se négocie. Hop, de toute façon, et c'est ce qui est intéressant, c'est que je trouve que les vaisseaux que je trouve plutôt plus intéressants que d'autres, ils sont légèrement, proportionnellement plus chers que les autres. Déjà, oui. C'est comme si déjà tout le marché avait commencé déjà comment on appelle ça? Ça se reflète dans le prix d'origine déjà en général. Et oui, ouais, forcément, déjà, ça. Mais le marché s'autorégule un peu, hein, c'est normal. C'est efficace. C'est assez intéressant. Par contre, j'arrive pas à afficher les ordres. Ah, voilà, c'est bon. Ah, le jeu d'Astéris, il n'y en a qu'un seul en vente sur l'USDC. Et même tout court, en fait. Puis c'est des prix, et en plus maintenant, même les capitaux comme ça, ils ont des prix, mais tellement intéressants. Ouais, bah faut quand même lâcher 5000 boules, quoi. Mais... non, mais c'est évident, je parle pas, je pas dit... Mais oui, sachant que le truc a démarré à 25 000... mais c'est ça, quand tu sais que ça a été... Voilà, exactement. Ils font plus les réductions de moins 50% là, pendant... et chaque semaine, ils remontent de 10% là sur d'autres chiffres. Si, c'est encore en cours sur un small qui est... Non, un small qui est le R6. Et il y a des... T'as en tête, Winston, les vaisseaux les vaisseaux de la vente. Je sais qu'il y a le... Ouais, il y a le R6 et le Mamba. Il n'y a pas le Sunpa aussi, les machins, tous ceux qui étaient un peu de la GAO2 là, qui se sont pas trop vendus. Je me semblais que c'était sous ceux-là. Exact. Ouais, tous ceux qui n'avaient pas été vendus en fait de la GAO2, exactement. Il y avait une limite de... J'ai plus les noms exacts des vaisseaux là, qui sont en vente. Golden Era. Et tous ceux qui avaient... D'ailleurs, en achetant ce vaisseau, on gagne un badge et un skin. Et qui seront tous... Parce qu'il y en a plein de personnes qui me demandent pourquoi j'ai toujours pas reçu mon badge, mon skin. Pareil pour les claimstakes. Tout ça sera distribué à la fin de tout. De la vente. Donc d'ici, il me semble, 15 jours maintenant. Ouais, et en tout cas, quand tu regardes les prix du marché entre le jeu d'Astéris là, et le D9, hein, pour finir là-dessus, bien que le D9, au niveau de ses stats, il est plus intéressant, tu vois. Là, sur la paire USDC, le D9, il est à $8 900, la vente, enfin, l'ordre de vente le moins cher. Le jeu d'Astéris, il est à 5 450. Donc, pour le peu de différence qu'il y a, tu vois, il y en a un qui est quand même vachement moins cher que l'autre, quoi. Alors après, arbitré, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est arbitré. J'ai l'impression que déjà les utilisateurs que nous tous on représente, on a déjà une grosse force d'arbitrage sur ce marché. Ouais, donc en gros, se dessine petit à petit. Ce qui justifierait que cette différence de prix, c'est cette capacité de salvage, quoi, qui est jugée, qui a plus de valeur, qui est unique que le côté entertainment du jeu d'Astérix, hein, qui est genre une espèce de
C'est un espèce de yacht en fait. Hein. Parce que oui, c'est ça le jeu d'Astérix. Hein. C'est un vaisseau de transport de passagers avec un théâtre à l'intérieur, un machin. Enfin, c'est un truc vraiment social, quoi, on va dire. Bien que les vaisseaux de transport de passagers aient aussi donc une soute intéressante pour embarquer des trucs, quoi. Plus qu'un fighter en tout cas. Ouais, mais c'est vrai que c'est plus un vaisseau de croisière, quoi. Le Judd. Moi, je vois qu'il est déjà 21h. Ben ouais, ça fait 1 heure qu'on est là. Je pense qu'on peut terminer l'enregistrement ici. Comme d'habitude, hein, on reste un peu pour papoter. Ben, retrouvez-nous chaque semaine, tous les jeudis, 20h heure française, pour une nouvelle édition de l'Atlas Brew, qui est donc notre rendez-vous communautaire autour de Star Atlas, où on parle de différents sujets hein, sur le jeu. On théorie-craft, on échange, puis c'est l'occasion aussi de venir rencontrer un peu la communauté francophone, hein, si vous démarrez dans Star Atlas, que vous cherchez une guilde, que vous cherchez à rencontrer un peu des gens, échanger autour du jeu. Ben, vous venez sur le Discord officiel, jeudi 20h, on est là à chaque fois. Et la semaine prochaine, ouais, juste pour dire le sujet de la semaine prochaine, du coup, vu qu'on a fait le minage et l'industrie, la semaine prochaine, on s'attaquera au combat. C'est ça que je m'entends. Et voilà. Et oui, voilà. Et qui est un gros pavé. Je l'attendais. Très intéressant aussi. Et surtout, merci beaucoup à toi, Winston, d'avoir pris cette semaine le temps de nous présenter tout ça et d'avoir travaillé aussi profondément le manuel. Je fais mes devoirs, hein, toujours. Allez, bon bah salut à tous hein, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube plus tard. À la semaine prochaine.